continuons cette exégèse à la chinoise du Jean Bodin, penseur français de la souveraineté. Penseur français de la souveraineté, pas seulement, l'inventeur du concept même de souveraineté. Selon Jean Terrel, je vous renvoie à ses théories du pacte social, droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, paru en 2001. C'est avec Jean Bodin que nous assistons à l'invention de la souveraineté. Il est le point de départ d'une renaissance de la pensée politique, ou l'acte de naissance, pour le dire autrement, plus justement sans doute, l'acte de naissance de la politique moderne, jalonné après lui par l'invention de la théorie du droit naturel moderne, dont le concept a été formulé par Grotius, et par celle du contrat développé par Thomas Hobbes. Jean Bodin fait de la souveraineté une idée au sens platonicien du terme, c'est-à-dire l'essence ou la forme de la République. Cette souveraineté assure, je le cite, l'union d'un peuple sous une seigneurie souveraine. C'est ce qu'il écrit au premier livre des 6 livres de la République, chapitre 2 de ce premier livre. Cette souveraineté se définit pour lui par 3 principes ou 3 caractéristiques. Elle est d'abord puissance de commander, deuxièmement absolue, troisièmement perpétuelle. Alors elle est d'abord commandement, source ultime de toute normativité, superioritas. En ce sens, elle est un pouvoir, c'est-à-dire une force de contraindre et d'empêcher, accompagnée d'autorité, plenitudo potestatis. Elle n'est tenue d'obéir à aucune loi qui prétendrait s'imposer à elle de l'extérieur. Elle est donc puissance absolue, en ce qu'elle surpasse superlativement toute autre autorité. Et elle décide inconditionnellement ou indépendamment de toute autre source normative. Il faut donc souligner contre Montesquieu, par anticipation au moins, puisque Montesquieu c'est le XVIIIe siècle, il faut donc souligner contre Montesquieu que cette souveraineté est indivisible. Vous vous souvenez que Montesquieu, plus tard, voudra diviser le pouvoir pour le limiter. Jean Bodin dit au contraire que la souveraineté perd sa grandeur si on y fait ouverture, je le cite. Elle perd sa grandeur si on y fait ouverture. Donc son absoluité exclut tout contre-pouvoir. Elle est inaliénable et ne peut se lier les mains quand or il le voudrait, il le souverain. Je cite Jean Bodin, évidemment. Cette souveraineté est donc solutus legibus, c'est-à-dire déliée des lois humaines. Bodin réfute par avance l'objection du caractère capricieux, arbitraire ou inique de ce droit exorbitant, au motif que le souverain est tenu par la règle divine de l'ordre universel, dont la transgression serait sanctionnée par une perte d'autorité et des risques de révolution. La souveraineté n'est pas seulement le pouvoir à invoquer pour donner force de loi à des décisions humaines, mais aussi la propriété d'une vertu cosmologico-politique, dont les abus ou les mésusages peuvent altérer l'efficacité. Spinoza a sans doute expliqué plus rationnellement que Bodin lui-même pourquoi la souveraineté, pensée en termes de puissance, ne pouvait dériver vers l'exercice d'un simple pouvoir, vers la tyrannie ou le caprice autoritaire, sans s'affaiblir ou risquer de s'affaiblir ou risquer de s'autodétruire. Et pourquoi elle avait un intérêt rationnel à rechercher l'accord le plus large possible sur ce qui est commun. Sa puissance dépend en effet des rapports de composition. En effet, Bodin dit qu'il pense la souveraineté comme puissance publique formée par la composition des ménages, c'est-à-dire par la mise en commun des puissances particulières. Pour compléter sa définition, Jean Bodin souligne que cette souveraineté est perpétuelle. Alors son aliénation accidentelle et toujours provisoire à d'autres puissances ne peut servir à mettre en cause sa continuité fondamentale. Cela ne signifie pas qu'elle soit indestructible, mais elle a
à proportion de sa puissance, le droit naturel de faire tout ce qu'elle peut pour exercer sa puissance de commandement, qui n'est autre que le droit naturel de faire tout ce qu'elle peut pour se conserver. Caractériser la puissance comme perpétuelle, c'est proprement la définir. C'est ce que Spinoza exprimera par le concept de conatus pour désigner cet effort d'exister, cet effort pour exister, ce désir de persévérer ou de durer indéfiniment. Bon, on reviendra sur Spinoza, mais vous trouvez cette définition fondamentale du conatus dans l'Éthique, 3e partie, proposition 7, où Spinoza dit « L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose. » Bon, on y reviendra évidemment, je cite Spinoza parce qu'il est l'une des racines du marxisme, mais c'est une autre histoire, ce n'est pas l'objet de cette capsule. Aujourd'hui, restons fixés sur Jean Bodin et l'interprétation qu'en font les Chinois. Toute la question, c'est de savoir si Wang Runing a pu considérer dans son travail sur Jean Bodin et Jacques Maritain que la théorie bodinienne de la souveraineté perpétuelle pouvait servir à penser et à justifier la continuité historique de la souveraineté chinoise par-delà la longue dépression de la période coloniale, par-delà le siècle d'humiliation. Considère-t-il en outre aussi que les 70 ans d'histoire de la Chine socialiste, de 1949 à 2019, disons en gros, sont une illustration optimiste de cette conception de la puissance, c'est-à-dire de sa résilience, de la résilience chinoise après le siècle d'humiliation, et que cet intervalle de temps témoigne déjà de sa capacité à durer, à persévérer, que sa capacité à se projeter dans ses objectifs de centenaire, celui de 2021 et celui de 2049, c'est-à-dire sa capacité à rêver, est encore une expression de cette puissance souveraine ? On n'a pas la réponse parce que, comme je vous l'ai dit déjà, je crois, plusieurs fois, ce texte de Wang Runing sur Jean Bodin est indisponible. On ne peut pas le trouver en Chine. Si on peut supposer que Wang Runing a cherché dans cette réflexion sur Jean Bodin un arsenal de concepts explicatifs et d'idées utiles à conforter la légitimité du Parti communiste chinois, la dimension religieuse de cette pensée politique, loin d'encombrer le marxisme cynisé de la nouvelle ère, est un atout pour y penser l'intégration du renouveau confucéen en cours. Le détour philosophique par Bodin permet de préparer une traduction approximative des notions confucéennes, légistes, taoïstes, afin de rendre compte d'une souveraineté qui soit véritablement absolue, c'est-à-dire qui n'abandonne rien au hasard et qui ne prête donc pas moins d'attention aux intérêts spirituels qu'à ceux de l'économie. La pensée souverainiste de Jean Bodin ne prête pas moins d'intérêt à la théorie de la monnaie, puisque vous vous souvenez qu'on peut lire chez lui une théorie quantitative de la monnaie dans ses réponses à M. de Malestroit. Il ne prête pas moins d'intérêt à ces questions d'économie qu'à la question de l'ordre divin et à la volonté divine des Pauliniens. La volonté des ménages, comme il les appelle, était pour lui le critère pratique et décisif de la souveraineté opposée à la volonté supposée de Dieu, parce que cette dernière est trop diversement interprétée par les hommes, ou, si la volonté divine s'exprime, c'est à travers ces ménages qu'elle le fait. On peut supposer qu'en contexte marxiste, et sous l'influence du marxologue réputé Chen Qiren, qui fut le directeur de recherche de Wang Runing a été sensible à la pré-révolution marxienne qu'accomplit en quelque sorte Jean Bodin en laïcisant le principe de souveraineté et en le remettant pour ainsi dire à l'endroit, sur ses pieds, c'est-à-dire en lui donnant une base matérielle et en permettant en même temps de donner un sens spirituel à cette réflexion sur la satisfaction des intérêts des ménages, des intérêts réels des ménages. Alors avant d'analyser dans une prochaine capsule ce substrat religieux ou spirituel de la pensée de Jean Bodin, je voudrais simplement conclure aujourd'hui provisoirement cette réflexion sur Jean Bodin en soulignant que la curiosité de Wang Runing à l'égard des étrangers en général, des penseurs étrangers,
n'est pas une nouveauté méthodologique dans la pensée politique chinoise. Elle a au moins un antécédent ou des racines dans le réformisme de Feng Guifeng, l'auteur de « Sur la manufacture des armes étrangères », qui avait été écrit au milieu du XIXe siècle. Mais elle en élargit considérablement le sens, puisque pour Feng Guifeng, je le cite, « Nous, les Chinois, nous n'avons à apprendre qu'une seule chose des barbares, disait Feng Guifeng, de solides navires et des canons efficaces. » Bon, or, depuis 1921, la Chine socialiste a aussi beaucoup pris ou appris de Marx, et depuis Deng Xiaoping, Wang Huning et Xi Jinping encouragent désormais à exhumer des traditions étrangères les concepts pertinents pour les ajuster aux défis de l'actualité chinoise. La formule de Feng Guifeng, qui avait fait Florès, a vu son sens élargi et approfondi. Alors cette formule de Feng Guifeng, c'était Zhongqi Xiyong, c'est-à-dire la Chine pour structure, l'Occident pour fonctionnement. Zhongqi Xiyong. La doctrine officielle Xi veut aujourd'hui pousser l'édification du socialisme à la chinoise jusque dans le champ de la philosophie des sciences sociales. Vous avez beaucoup de textes dans la gouvernance de la Chine qui parlent de cette question. Selon le principe explicite, je cite Xi Jinping, de prendre racine en Chine, s'inspirer de l'étranger. En chinois, Li zu Zhongguo jie jian guo wei. Prendre racine en Chine et s'inspirer de l'étranger. Ce principe reprend, mais infléchit tout de même, le principe réformiste de Feng Guifeng, puisque désormais ce sont les penseurs, la pensée occidentale qui est prise au sérieux. Cette méthode nouvelle exclut les greffes, comme le soulignera le principe de la mandarine, sur lequel je reviendrai, mais elle n'exclut pas les emprunts théoriques et les efforts d'assimilation conceptuelle. Nombreux sont les observateurs qui ont fait cette remarque, intellectuelle, politique, etc. Je la relais moi aussi à mon tour. Je suis étonné du sérieux avec lequel les Chinois considèrent l'apport intellectuel de l'Occident. Nous serions peut-être bien avisés d'en faire autant, non pas pour les imiter, mais parce que nous avons, nous aussi, en retour, besoin de connaître les Chinois. C'est tout pour aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver très vite pour continuer cette réflexion sur la lecture de Jean Bodin par Wang Huning, notamment au sujet de son concept d'harmonie. Je vous souhaite une belle journée en attendant. Belle journée à tous.